Bonjour à tous, bienvenue dans les Baroudeurs, l'émission qui part à la chasse aux infos et aux interviews. Qui dit interview dit invité, et qui dit invité dit cycliste professionnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Simon Pello, coureur suisse de la Androni Giocattoli Sidermec. Bonjour Simon. Bonjour. Alors aujourd'hui, on n'est pas seul, on est avec l'équipe habituelle plus d'autres invités. On est avec Alex. Salut Alex. Salut Loïc, salut à tous. On est avec Chris. Salut Chris. Salut à tous. On est avec Justin. Comment vas-tu Justin? Oui, ça va. On est avec Rudy, le tirailleur de la paillade. Salut à tous. Et on est avec Nico. Salut. Alors, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Simon Pello, c'est un coureur suisse de 27 ans, passé par la IAM Cycling et par la IAM Excellior en Conti, qui est passé à la Illuminate durant 2 ans, où il a côtoyé notamment Chris Horner, vainqueur de la Vuelta, et aujourd'hui, actuel pensionnaire de la Androni Giocattoli Sidermec. Est-ce que tu veux te présenter un peu ou dire donc décrire un petit peu ton parcours? Ouais, voilà. Je pense qu'au niveau des équipes, c'est à peu près ça. J'ai commencé à rouler en Suisse et grâce à l'équipe nationale, j'ai pu participer à pas mal de courses internationales et dans des Coupes des Nations où j'ai réussi à me démarquer un peu. Et j'ai été champion suisse chez les espoirs sur route et c'est ça qui m'a permis de pouvoir signer chez YAM Cycling à l'époque. Je suis passé en World Tour assez jeune, je pense pas encore prêt ni moralement ni physiquement, mais j'ai su encaisser le choc et je pense que ces dernières saisons, j'ai pu montrer que j'étais maintenant au niveau, à un bon niveau, on peut dire, surtout l'année passée en étant pensionnaire d'une équipe de ma région, de ma ville, chez YAM Excelsior et qui m'a permis de rebondir maintenant chez les professionnels en Italie, chez Androni Giocattoli. Parce que ouais, l'année dernière, tu as fait une très belle saison où tu as remporté le classement de la montagne du Romandie et tu as Oui. aussi remporté la Flèche Ardennaise. Ouais, voilà, la saison passée, j'ai vraiment vécu une saison pleine. C'était, je pense, la première de ma carrière où je n'ai pas eu de pépins de santé, où c'est que vraiment tous les week-ends, j'ai su répondre présent sur les épreuves où j'étais aligné, que ce soit, c'était pour moi un très grand plus de pouvoir évoluer dans une équipe continentale pour pouvoir justement apprendre à gagner des courses parce que comme j'ai dit, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire quand j'étais espoir et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné un déclic aussi à haut niveau et j'ai pu mixer justement ce niveau continental avec du très, très haut niveau grâce à Swiss Cycling, grâce à mes sélections en équipe nationale, que ce soit sur le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse. Et pourquoi avoir choisi la Androni pour repasser pro en 2020? Premièrement, parce que c'est une des premières équipes qui m'a contacté. Au début, enfin, quand j'ai commencé à comprendre que j'allais pouvoir être convoité, on peut dire, c'est pas du tout l'équipe qui m'attirait. J'ai jamais envoyé mon CV là-bas, mais quand Gianni Savio est venu me chercher après avoir gagné le Tour de la Mirabelle en France, où Androni était présent aussi, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que Androni allait être la meilleure opportunité pour moi pour pouvoir conserver mon équilibre qui m'a fait performer la saison dernière, on peut dire. Quand je parle d'équilibre, c'est à plusieurs points. C'est que il faut savoir que j'habite la moitié de l'année plus ou moins normalement en Colombie, dans la région de Medellín. Androni Savio m'a promis de pouvoir conserver cet équilibre, de pouvoir participer au début de saison que j'avais envie, que ce soit sur le Tour de Colombie, mais sur la Vuelta San Juan en Argentine. Un équilibre aussi vis-à-vis de mon entraîneur qui me suit depuis de nombreuses années qu'on m'a permis avec qui on m'a permis de continuer de travailler. C'est pour moi très important aussi de pas perdre toutes mes bases et je pense que au final Androni c'est une équipe aussi très
très, très familial et c'est ça que je recherche aussi dans le cyclisme. Et avec Androni, justement, il y a une très forte connotation aussi sud-américaine et pour moi, c'est aussi une mentalité qui me plaît, une mentalité qui me convient bien et voilà. L'équipe Androni, c'est aussi une équipe d'attaquants, de baroudeurs. On a pu le voir lors du dernier Giro avec la victoire de Masnada, par exemple, sur une des étapes. Et c'est un profil qui me convient bien. C'est qu'une équipe où il n'y a pas de grands leaders et je sais que j'allais pouvoir continuer de me développer. D'accord. Et cette attirance pour les équipes étrangères, vu que t'es allé à la Illuminate aussi pendant 2 ans, c'est une volonté de ta part de vouloir aller à l'étranger ou Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Suisse, on n'a pas vraiment non plus ouais d'écurie aussi. de pointe en ce moment, hein. C'est assez drôle parce que j'ai fait justement j'ai suivi, enfin, je suis actuellement dans une équipe étrangère. Je l'ai été pendant 2 ans dans une équipe totalement étrangère et très différente de tout ce qu'on peut imaginer. Et à côté de ça, j'ai été pendant 3 ans dans 2 fois chez YAM, on peut dire, mais 2 années en World Tour et une année en Continental dans une équipe locale, surtout avec la YAM Excelsior qui en fait, la YAM Excelsior était en fait la continuité, enfin était la continuité du Vélo Club Excelsior Martinique, qui est mon club de toujours. Et c'est comme si une équipe, comme on peut dire le CC Etup ou une équipe de DNA française passerait au niveau continental. C'est juste avec un sponsor supplémentaire qui était YAM. Et alors voilà, j'ai été vraiment très très proche de chez moi et aussi très très loin. Et je pense que ça fait partie de mon parcours et du coureur que je suis maintenant. Ça a été vécu comment en Suisse, la fin de l'équipe, YAM en 2016? Ça a été, on peut dire, un peu compliqué très très mal compris, on peut dire, parce que Michel Teta, le patron de YAM, avait vraiment c'était vraiment imposé en fait, avait vraiment créé une équipe soudée, une équipe qu'on pouvait presque considérer comme une famille aussi, où c'est que tous les coureurs s'entendaient bien, il y avait une superbe ambiance et l'équipe YAM était quand même un peu différente aussi de ce qu'on peut trouver dans, dans le peloton actuel. Ce qu'on peut dire, c'est que la mayonnaise avait vraiment bien pris, il n'y avait pas non plus de très grands leaders et chacun avait son moment de l'année où il pouvait briller, que ce soit sur les groupes des classiques, le groupe des sprinters ou le groupe des courses à étapes. Et je pense que ça a été très mal, ça a pas pu être très bien compris pourquoi arrêter à ce point-là, à ce moment-là, parce que l'année 2016 était fantastique pour YAM. On a gagné sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie et sur la Vuelta. Gagné le championnat suisse, on avait vraiment rempli tous les objectifs qui avaient été fixés par la direction. Et je pense qu'il y a eu un bon moment d'incompréhension et ouais, je pense que je peux en parler un petit peu avec nostalgie maintenant. Et pour toi, juste le fait de réavoir une équipe, même si encore en Conti, où c'est le sponsor YAM, est-ce que, pour toi, c'est important de réavoir ce sponsor dans le cyclisme suisse? Non, l'équipe YAM Excelsior a été dissoute de la même manière Ouais, d'accord. que YAM Cycling à l'époque. Alors, c'est sûr que non. Michel Teta s'est complètement retiré du monde du Ouais, il vélo. a définitivement abandonné pour toi? Ouais, non, c'est définitivement abandonné. Et question comme ça, est-ce qu'il y a un sponsor suisse ou parce que je sais que Tagoyer est suisse, mais Oui, ouais. est-ce qu'il y a un sponsor suisse qui serait prêt à investir, dans le vélo, tu penses? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. On a assez de grandes multinationales et de grandes entreprises chez moi en Suisse, on peut dire. Et, mais après, c'est toujours un peu compliqué, hein. Il faut trouver un passionné parce que je pense que pour que ça fonctionne, il faut vraiment quelqu'un de passionné, passionné du cyclisme. Et je pense que là, avec la crise actuelle, ça va être encore un peu plus compliqué pour les prochaines,
les prochains mois pour rester optimiste. D'accord. Si vous avez des questions, les gars, allez-y. Euh, Moi, j'ai une question. Simon, du coup, on a parlé de la Team Illuminate un petit peu. On t'a parlé longuement de la Androni Giocattoli. Un des points communs que je retrouve parmi ces deux équipes, c'est que c'est des équipes vraiment globe-trotters qui aiment courir sur les quatre coins du monde et dans des pays vraiment où peu d'équipes vont courir. Est-ce que c'est une ambiance d'équipe qui te plaît, toi, d'aller courir dans des pays un peu insolites où peu d'équipes vont courir? Ouais, j'ai une statistique assez intéressante qu'on avait sortie. Bon, là, j'ai oublié le chiffre exact, mais je suis le deuxième ou le troisième coureur suisse de l'histoire à avoir couru dans le plus de pays différents. Et bah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avant de signer pour le Team Illuminate, j'avais couru dans pas mal de pays exotiques, on peut dire. J'ai participé au Challenge de la Manche verte au Maroc. J'ai couru le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun. J'avais couru avec Atlas déjà en Chine, le Grand Prix sur le Tour de Hainan en première année U23 et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et oui, je pense que le programme pour moi était que proposait Androni était aussi un point un point très important de mon choix et voilà après comme encore une fois avec la crise actuelle ça risque d'être un peu plus compliqué de continuer de voyager autant que ça pour l'instant mais c'est clair que ces voyages ont Non, moi j'avais une question, tout à l'heure tu parlais de tes premiers contacts avec la Androni, tu as dit qu'ils ont été les premiers à te contacter. Moi je voudrais savoir, en étant, très indiscret, heu, quelles sont, les autres équipes qui t'ont contacté ou avec lesquelles tu as eu des contacts? la première équipe qui m'a contacté c'était à l'arrivée du Tour de l'Ain l'année passée. C'est que j'avais fait ouais, je marchais vraiment fort là et j'étais échappé le premier jour, j'ai pris le maillot de la montagne et j'avais même fait une super montée le dernier jour pour finir dans les 20 du classement général. En tant que non grimpeur, je me suis surpris assez là-bas et c'est l'équipe d'Elco Marseille qui m'a qui m'a contacté en premier et après j'avais quelques contacts dans des équipes pour le Tour aussi de très grands de très grands noms mais après ben voilà moi j'étais je surfais sur la vague on peut dire au mois de juin et j'avais pas non plus on sait pas non plus quelle direction peut prendre une saison et encore moins une carrière et je pense que si j'avais attendu jusqu'au fin septembre j'aurais certainement pu trouver une équipe pour le Tour et, 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 et évoluer au plus haut niveau, mais c'était peut-être pas non plus c'était pas non plus mon idée première j'ai encore, maintenant j'ai 27 ans, mais j'ai encore envie de faire du vélo, on peut dire entre guillemets du vélo plaisir, et c'est pour ça que j'ai plutôt concentré mon choix sur une équipe Conti Pro plutôt que de rentrer dans une toute grande formation pour tirer des bouts droits dès le kilomètre zéro, on peut dire. Imaginez dans ces équipes-là, une équipe comme la Groupama FDJ qui aurait Ouais, pu te contacter avec un contingent suisse. ouais. J'imagine que, Moi, je sais qu'ils j'imagine étaient, que ça peut être. je sais qu'ils ont suivi un peu mon parcours, etc. Et j'ai des amis qui évoluent là. On est des coureurs valaisans euh, le canton du Valais vient représenter chez Groupama, que ce soit avec Morabito jusqu'à la fin de la saison dernière ou avec Kylian Franchini et Sébastien Reichenbach et voilà. Mais après, j'étais pas non plus le coureur type que, que Madior cherchait et, et c'est pour ça que les discussions n'ont pas été plus loin non plus. Et on a pu voir aussi que le recrutement, ils ont fait un recrutement très ciblé l'année passée en signant mon collègue d'équipe Fabian Lienhardt justement en tant que poisson pilote pour Marc Sarro
Et c'est des choses que je serais pas capable de faire. Question, vu que tu as côtoyé Chris Horner à la Illuminate et que c'est un peu un des derniers vétérans vu que c'est un des coureurs les plus âgés, même s'il il a arrêté sa carrière cette année. Bon, il a annoncé Euh, sa retraite. il n'a pas annoncé sa retraite, mais il n'apparaît plus sur les fiches de l'équipe Illuminate. Ah, ok. Donc ça fait quoi de courir avec un mec qui a 45 balais et Ouais. qui est encore en J'ai division avec des jeunes? ouais, j'ai couru avec lui le Tour du Sibiu en Roumanie et la Vuelta Colombia ici en Colombie après. Et, ouais, c'était assez étrange, on peut dire. C'était assez étrange de l'avoir là, avec son crâne, pas rasé, mais son crâne chauve parmi nous. C'était assez drôle. Et ouais, c'est vraiment un personnage. Je pense qu'on n'a pas de Chris Horner dans le monde du cyclisme. Et quand il raconte les histoires qu'après chaque étape de la Vuelta qu'il a gagné, quand il sortait du podium, il arrivait de toute façon trop tard pour souper avec l'équipe. Alors il s'est arrêté sur la route pour manger au McDo. C'est assez drôle et Pardon? c'est assez, Il mangeait au McDo. c'est assez étrange. Ouais. On a dû s'y faire et moi j'ai dû m'y faire aussi parce que voilà, avec les années chez Eliminate, j'ai jamais fait autant de McDo non plus que de tout le reste de ma vie. Et ouais, d'avoir dans la voiture, dans la box comment on appelle, j'ai le mot en espagnol dans la tête, mais quand dans la box, au lieu d'avoir des gels et des bars, on a des sneakers et des Coca-Cola, et c'est les seules choses qui s'enfilaient. C'est assez drôle, quoi. Ok. Eh bien, on retiendra que Chris Horner mangeait des McDo l'année où il gagne la Vuelta. Ouais. C'est fou. Et moi, j'ai une question, parce que du coup, tu l'as abordé un petit peu en début d'émission. Tu t'as dit que tu vivais presque la moitié de l'année en Colombie. Ouais. Et du coup, ma question, c'est pourquoi la Colombie et quel est ton rapport à la Colombie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, tu, tu habites en Colombie, tu résides en Colombie, tu passes la moitié de l'année? C'est quoi? C'est un coup de cœur? Raconte-nous comment raconte-nous comment c'est ta relation avec ce pays. Bah ouais, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un coup de cœur. Ça fait longtemps que j'en entendais parler de la Colombie et du cyclisme colombien qu'on peut voir qui est en pleine effervescence actuellement. Et quand j'étais chez Yam, ça commençait déjà à bien marcher et j'ai toujours rêvé de venir ici rouler. Et je suis arrivé en Colombie la première fois justement au sortir de Yam Cycling parce que j'étais dans l'équipe Illuminate avec Edwin Avila, qui était champion national à l'époque et qui a couru chez Israël par la suite. Et il faisait très froid et l'hiver était rude chez nous. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Edwin s'il avait une chambre pour moi chez lui pour venir m'entraîner et passer l'hiver au chaud. Et voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué en Colombie à la base. Et ensuite, je suis resté ici 2 mois dans la région de Bogota chez lui et ça m'a énormément plu la mentalité. Je parlais pas un mot d'espagnol, hein. Je parlais en italien avec Edwin et avec le temps, bah voilà, j'ai commencé à apprendre un peu l'espagnol. Mais après 2 mois en Colombie, j'ai chuté et je me suis cassé le coude et j'ai dû rentrer en Europe en Suisse pour l'opération et j'avais quand même un goût amer au fond de la gorge. Je pouvais pas considérer comme terminé mon, ma relation avec la Colombie et j'ai dit je devais revenir et ben voilà quand on a eu la chance d'avoir une invitation avec Illuminate pour la Vuelta Colombia. C'est presque 15 jours de course à travers la Colombie ici. Et voilà, la relation dans le peloton, comme je dis souvent en Europe, moi j'ai couru 2 tours d'Espagne et en 2 tours d'Espagne, j'ai peut-être discuté avec 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 coureurs hors de
mon équipe, alors qu'en 2 semaines de Tour de Colombie ici, j'avais discuté avec les 3 quarts du peloton et j'ai été super bien intégré. Et voilà, cette mentalité latine et sud-américaine a vraiment fait match. Et après la Vuelta Colombia, j'ai décidé de rester ici quelques temps pour connaître un peu le pays. Et voilà, je suis resté croché, mais plus dans la région de Medellín, proche de où vit Rigo. Euh, c'est que maintenant j'ai construit une petite maison et où je suis en ce moment même, en quarantaine. Et d'ailleurs, il y a une équipe à Medellín, il me semble, avec Oscar Sevilla notamment. Ouais, voilà, ouais, Oscar Sevilla est devenu aussi mon ami et lui c'est vraiment un des patrons du cyclisme colombien. On peut penser de lui ce qu'on veut, ce qu'il a fait par le passé. Quand même une réputation un peu sulfureuse, ça c'est clair, mais ici, il est vraiment considéré comme un des tout grands coureurs. Il a gagné 3 fois la Vuelta Espagne, la Vuelta Colombia et 3 fois ou 4 fois le Classico RSN qui sont les plus grandes courses, cyclistes ici en Colombie. Et ouais, il y a énormément de coureurs ici. Le cyclisme est quand même c'est quand même le deuxième sport national et je pense que c'est ça aussi qui a fait m'intégrer ici. À part Sevilla, il y a pas beaucoup d'Européens qui ont fait le saut euh, dans cette direction. Tous les Colombiens rêvent d'aller courir en Europe et Sevilla et moi, on a pris le chemin inverse. C'est assez drôle de ce côté-là. Mais pour toi, il y a vraiment une différence entre le cyclisme en Amérique du Sud, l'esprit dans le peloton et l'esprit dans le cyclisme en Europe? Ah, clairement, ouais, complètement. Le cyclisme ici, c'est vraiment, tout le monde se connaît, tout le monde, les coureurs passent il y a 4 ou 5 équipes, les coureurs passent d'équipe en équipe, c'est vraiment une grande famille aussi, et c'est quand même un peu différent de ce qu'on peut avoir chez nous, et on peut voir euh, que voilà, que les Colombiens, quand ils sont en Europe, ils sont aussi, ils restent aussi souvent ensemble. Il y a une bonne entente malgré la très grande concurrence qu'il y a en ce moment, que ce soit entre justement, chez F avec Higuita, Urán et compagnie, Dani Martinez et avec Bernal. Enfin, maintenant, ou Chavez, on a des coureurs dans chaque équipe pour le tour presque. Et ils s'entendent tous très bien et ils s'entraînent encore tous ensemble quand ils sont en Europe, etc. Et c'est quand même une mentalité à part. Ok. Et en parlant du cyclisme suisse, on a parlé de la disparition de l'équipe YAM en 2016. Oui. Et en 2016, il y a aussi la disparition d'un monument du cyclisme suisse, Fabian Cancellara. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler entre guillemets de l'impact peut-être que ça a eu sur le cyclisme suisse? Je pense que c'était aussi un moment de transition. En Suisse, on n'a pas énormément de, de cyclistes. Je sais pas, quand sur le championnat suisse, on a en général une vingtaine. Et on a une très forte densité. On peut voir qu'on a des jeunes qui sont très forts. En la personne de Marc Hirschi qui était champion du monde chez les Espoirs et je pense que entre guillemets la fin de Cancellara et je pense que on a un futur assez prometteur justement avec tous ces jeunes, que ce soit aussi avec Stéphane Bisseguer ou Gino Meder. On a vraiment des jeunes très forts et je pense que voilà, on a la chance de pouvoir participer au Tour de Romandie, au Tour de Suisse. Ça aurait été la deuxième année de suite consécutive et je pense que c'est aussi une belle vitrine pour les jeunes Suisses Donc toi, la sélection nationale suisse, ça t'a vraiment aidé sur le Romandie, par exemple, Ben, l'année dernière? j'ai commencé en citant mon palmarès directement en disant que j'ai été meilleur grimpeur sur le Tour de Romandie. Sans l'équipe nationale, j'aurais certainement pas eu, j'aurais pas eu cette, entre guillemets, cette renommée-là, parce que c'est bien joli de gagner des classes 2 ou des courses élites, mais au final,
c'est quand même difficile à 26 ans, en ayant été professionnel, déjà une fois professionnel, de pouvoir justement éclater au premier plan, parce que il y a la concurrence est rude. Comme je dis, chaque année, il y a des nouveaux jeunes très, très forts. Et pour pouvoir se démarquer, pour retrouver un contrat chez les pros, je pense que son équipe nationale, ça aurait été clairement moins aisé, c'est sûr. Moi, j'avais Ok. j'avais une question. Tu as dit que tu avais couru un peu partout dans le monde sur des courses marocaines et tout ça. Et est-ce qu'il y a une course, enfin une ou plusieurs, un souvenir que tu as d'un truc qui t'a marqué sur l'organisation, n'importe quoi, ou alors un souci au niveau avec les organisateurs, des soupçons de corruption ou de fraude ou des trucs comme ça? Ouais, je pense que l'Afrique, ça reste l'Afrique, hein, c'est très. j'ai- quand j'ai couru le Grand Prix Chantal Biya, on a même menacé de m'égorger si je continuais de rouler. Mais enfin voilà, il y avait quand même pas. Oula. Non, non, mais ouais, ça a été dit comme ça, mais ouais, au Grand Prix Chantal Biya, c'était quand même, la corruption était quand même assez présente. On n'avait pas vraiment, en tant que blanc, de pouvoir gagner là-bas, et ça m'avait pas trop plu, et je continuais de rouler alors qu'on m'avait interdit de le faire. On m'a même menacé de m'égorger au milieu du peloton, et c'était quand même des souvenirs assez, assez Sympa. étranges. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais tu as fait aussi en Afrique le Tour du Rwanda, qui est une course qui monte de plus en Ouais, plus. D'ailleurs, ils parlent d'organiser bien peut-être d'ici 3 à 4 ans les championnats du monde au Rwanda de vélo. oui, Qu'est-ce que tu ouais. penses du Tour du Rwanda et du cyclisme rwandais un peu, vu que tu as dû voir pas mal de coureurs rwandais? Oui, j'ai gagné l'étape reine du Tour du Rwanda quand j'ai participé avec le Team Eliminate. Et pour moi, c'était vraiment impressionnant le, le, le cyclisme là-bas. C'est vraiment l'influence au bord des routes. J'ai seulement rencontré autant de monde sur le Tour de Colombie ici l'année passée à Medellín que dans les rues de Kigali. C'était vraiment très impressionnant, et j'ai été vraiment impressionné aussi par les coureurs rwandais qui, qui, qui percent de plus en plus, et qui sont vraiment. Il leur manque encore une gestion de la course, mais au niveau physique, on était, on était loin derrière. Ah ouais, ils ont un. Puisqu'il y en a quelques-uns qui commencent à arriver en Conti Pro, notamment, je pense à Mugisha. Ouais, à Delcourt, ouais. Ouais, ouais, exactement, À ouais. Mugisha et à Joseph Ouais, mais Areouya aussi, qui est à la Delcourt. Ouais, ouais, Joseph, justement, il était là quand j'ai couru, et c'était mon adversaire là-bas. Et c'est clair que là, il y a vraiment une nouvelle génération de coureurs, que ce soit rwandais ou érythréens, qui arrivent très fort. Et je pense qu'on a du souci on a du souci à se faire pour cette nouvelle génération. On a vu je sais pas encore comment il s'appelle, parce que j'ai pas encore couru, hein, qui, qui termine deuxième du Grand Prix de la Auguelia là, cette année. Et Ah, c'était vraiment Binyam très Gramaï de Binyam impressionnant. la Nippo Girmay. Delco. Ouais, Ouais, exactement. mais qui est tout jeune encore, hein, qui a 19-20. Ouais, justement, c'est des très très Ouais, 19-20 ans, ouais. ans, ouais. c'est des très très jeunes coureurs, et je pense que il y a un sacré nid de talent, et je pense que le cyclisme africain dans les prochaines saisons va quand même vraiment va continuer à se Puisqu'il y développer. a eu quelques pionniers, je pense notamment, je crois que c'était Tekle Manot qui avait pris pour la première fois, Ouais, premier Africain à avoir eu le maillot à pois sur le oui, Tour. Mais ouais, maintenant, exactement. Ouais. tu dis qu'il y a vraiment, il y a des qui pourront aller jouer des étapes et même pourquoi pas un général d'ici 5-6 ans, Ah, quoi. bah, ouais, non, complètement, complètement. Je pense qu'on a. Là, il y avait Adrien Ah Niyonsuti ouais, aussi à Niansuti, ouais. l'époque, le, Ouais, le premier Rwandais coureur professionnel. ouais, j'avais aussi un collègue qui roulait au club à Sion, là, vers chez moi, qui s'appelle aussi Tekla Haimonat, la même chose que Daniel, qui disait être son cousin, mais je crois que il n'était pas L'escroc. vraiment.
C'était pas un premier cousin, mais il venait du même village. De l'Érythrée? Ouais, exactement. Et il sortait des tests d'effort sur 20 minutes hallucinants, quoi. C'est des choses impossibles. Mais voilà, il leur manquait encore, à lui, il leur manquait encore la technique de course et il a vécu des moments pas faciles. Il a chuté gravement en France comment ça s'appelle, sur une course élite juste à côté de Genève. J'ai oublié le nom. Et ouais, il a pas réussi à revenir et à se remettre. Mais je pense que le cyclisme est de toute façon une école de vie pour beaucoup de coureurs africains. Et je pense que, comme je dis, dans les prochaines années, on aura du fil à retordre avec tous les coureurs Et africains. comment pour toi, pour acquérir cette science de la course, ça passe par peut-être une équipe, une vraie équipe nationale, enfin une vraie équipe africaine, peut-être en Conti ou en Pro ou en World Tour? Je pense on peut voir ça avec l'équipe nationale d'Érythrée qui a envoyé des coureurs courir dans presque tous les coins de la planète. Ils ont couru en Chine, ils n'étaient pas là à Hainan, mais ils ont couru sur les tours de Chine et sur les épreuves en Chine où ils ont brillé aussi. Ils ont couru en Europe et aussi sur ces courses marocaines, je crois. Et je pense que le fait simplement déjà d'avoir une équipe nationale comme ça, de pouvoir participer et affronter des équipes de haut niveau européennes, je pense que ça c'est déjà un premier pas. Et après, on peut voir comme avec Delco qui recrute aussi des coureurs africains et qui leur donne la chance de les former. Il faut juste un peu de temps et je pense que justement le temps là, ils vont en avoir et ils auront la possibilité d'exploser aux yeux du grand public. Ok. Après, il y a un souci aussi au niveau du cyclisme africain. Il y a aussi un autre biais pour ces jeunes-là, c'est le Centre mondial du cyclisme, à Aigle, en plus en Suisse. Et après, il y a un autre problème aussi, mais ça qui n'est pas de leur fait, c'est le souci des permis de séjour accordés par le gouvernement, notamment en Érythrée, qui est très Ouais, qui est très compliqué. compliqué. Ouais, ça, suis, je connais bien l'ancien directeur de l'équipe Kubeka continentale qui habite en Suisse et il m'a raconté les problèmes et de visa qu'ils avaient. Ça, c'est quand même un gros dilemme. Et voilà, après, c'est pas seulement en Afrique. On peut voir que j'ai certains coureurs colombiens qui sont embêtés parfois aussi je pense notamment au championnat du monde de Yorkshire qui n'ont pas pu y aller parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur visa à temps. Et je pense que voilà, il y a quelques pays qui sont encore un peu qui ont une situation encore un peu plus compliquée de ce niveau-là, mais voilà, avec le temps, je pense qu'ils seront capables de trouver des solutions pour venir à bout de ce casse-tête, on peut dire. Ok. Et moi, j'ai une question, Simon. Enfin, une question. C'est plutôt, j'aimerais revenir sur une petite mésaventure qui t'est arrivée l'an passé Je vois sur le Tour venir. du Doubs. Sur le Tour du Doubs, c'est quand même fou ce qui t'est arrivé. Parce qu'on le rappelle, tu casses ta potence dans le sprint final pour le podium. C'était pour le podium. Ouais. Et tu finis à la 5e place. Raconte-nous un peu cette mésaventure, comment tu l'as vécue. Ça m'intéresse. C'était une journée spéciale en fait. Le Tour du Doubs jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette édition de l'année passée, j'ai participé 2 ou peut-être même 3 fois et j'ai jamais été capable de terminer. Parce que voilà, c'est quand même une course compliquée, une course de fin de saison et en général, je courais toujours le tour du Jura, du Jura suisse le jour avant et voilà, et j'avais une revanche à prendre avec le Tour du Doubs et cette année, enfin l'année passée, je suis vraiment arrivé en superbe condition. J'étais venu ici en Colombie ici pour me préparer pour la fin de saison. J'ai participé à quelques épreuves nationales ici en Colombie pour me préparer et parce qu'on avait une grande fin de saison avec le Tour du Doubs et malgré que j'étais que dans une équipe continentale, on pouvait participer. On a eu des invitations assez impressionnantes aussi en Italie sur les classiques de fin de saison. Et sur le Tour du Doubs, je me suis vraiment retrouvé dans une journée avec des jambes
assez incroyable. Et même en ayant couru un peu à contre-temps, on s'est retrouvés au final tous ensemble au pied de la bosse et j'arrive à, même à attaquer sur le sommet. C'était une journée vraiment bizarre parce que j'ai senti un peu au milieu d'étape que comme si mon cintre s'était descendu et avait été desserré au niveau de la potence et les manettes seraient descendues un petit peu. Et il y avait quelque chose d'un peu, on peut dire, comment un peu, ouais, en espagnol, qui avait un peu de jeu. Et, et en fait, sur le sommet de la bosse, j'attaque. On était 5 ou 6 avec Guillaume Martin, il y avait Lilian Calmejean, Stéphane Kung. Et Stéphane Kung vient directement pour moi. Et en fait, je passe tout droit. Qu'on devait prendre à gauche directement au sommet de la bosse. Et, et voilà, parce qu'il y a eu un problème, une erreur d'aiguillage. La moto devant moi a continué tout droit. Et comme j'ai dit, j'étais certainement à 200 pulses là au sommet. Et j'ai tiré tout droit et avec Stéphane King dans la roue et tout le monde m'a suivi. Mais en fait, j'avais déjà on avait repéré la bosse la veille que je connaissais pas vu que j'avais abandonné tous mes tours du tout avant le premier passage sur la ligne euh, les années précédentes. Et en fait, j'ai continué tout droit comme la veille à l'entraînement, on l'avait fait. Et je savais que ça allait rejoindre avec le parcours quelques hectomètres plus loin. Et les autres ne le savaient pas et tout le monde a fait demi-tour sauf moi. Et je me suis retrouvé en fait en tête du Tour du Doubs à moins de 5 km de l'arrivée, au milieu de la descente avec une vingtaine de secondes d'avance. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais gagner le Tour du Doubs en ayant pris une route où une moto m'a envoyé par erreur où j'attends le peloton. Et je pense que je suis assez honnête et ça fait partie de ce que je suis et de ma mentalité. J'ai attendu et Stéphane Kung est rentré avec Guillaume Martin et voilà, je me suis mis en troisième position et Guillaume n'a pas été capable de suivre Stéphane dans la descente. C'est comme ça que Stéphane a pu partir seul et en arrivant pour la deuxième place derrière Stéphane, quand je lance mon sprint, j'ai mon pivot de fourche qui craque et je me retrouve vraiment avec mon cintre détaché du reste du vélo, détaché du cadre avec seulement le câble de frein pour les rejoindre. Et c'était une sensation assez bizarre et ça c'était à 150 mètres de la ligne et j'étais vraiment voilà, j'étais parti pour aller faire deuxième sans trop de difficultés. J'étais, comme je dis, dans une super journée et voilà, au final, quand j'ai senti que ça m'a lâché, j'ai eu une lucidité que je me connaissais pas du tout et j'ai réussi j'ai dû me rasseoir sur la selle, bien sûr, et j'ai continué de tenir fermement mon guidon entre mes mains et j'ai continué de pédaler tout ce que je pouvais jusqu'à espérer quand même pouvoir passer la ligne parce que je la voyais là juste devant moi et au final j'ai juste été déséquilibré par un contact avec un coureur d'AG2R qui m'a fait tomber voilà, juste en franchissant la ligne. Ok. Et ça, Moi, j'ai une question un peu tendue. Ouais, on t'entend. Vous m'entendez bien? ouais, Ouais. ouais, c'est bon. Ok. J'ai entendu beaucoup enfin, c'est des rumeurs ou quoi que ce soit sur le cyclisme colombien et sur le dopage qui était même pas caché, que chacun s'était acquis, que chacun était là, qu'il y avait même des infirmeries dans les courses à ciel ouvert. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu démens formellement, c'est pas vrai du tout, ou t'en sais rien, ou je sais pas? Démentir, je vais pas démentir. J'ai des infirmeries à ciel ouvert, ça, je dément complètement. En tout cas, depuis ma première course ici, j'ai quand même participé à tous les niveaux de compétition ici en Colombie, que ce soit ce qu'on appelle des chequeos, c'est des courses organisées. On n'a même pas un dossard sur le dos. On paye juste 5000 pesos, c'est un peu plus qu'un 1,20 €, 1,30 € pour participer. Tout le monde est le bienvenu et voilà, il y a sur des routes ouvertes
sur des grandes routes ici. Il y a, bon, tous les samedis, il y a ce genre de course où j'ai participé à la Vuelta Colombia, qui est quand même la plus grande course niveau élite ici en Colombie. Et j'ai participé aussi à UCI, parce que quand j'ai couru, elle était UCI 2.2, et j'ai participé à la Vuelta Antioquia, à des classiques ici qui s'appellent quand chaque ville plus ou moins organise une classique. Et voilà, moi j'ai jamais rien vu de mes yeux vus, mais ce que je peux dire c'est que depuis le jour où je suis arrivé en Colombie jusqu'à présent, je pense que le peloton a été complètement décimé par des affaires de dopage, et oui, il était très... Vas-y, continue. Ouais, je suis là. Et oui, j'étais très très déçu je peux pas le cacher, par, euh, par pas mal de coureurs que je pensais être mes amis et que je pensais qu'ils faisaient le même métier que moi, mais au final non, quoi. Et voilà, je C'est sais vrai qu'il y que a une mentalité totalement différente à ce propos. ben, moi, Beaucoup, quand ils sont chopés, ils sont je- même pas, enfin, non, il bien n'y a qu'ils ont des pas. remords, eux, enfin, Ouais, j'aime pas trop parler de ça parce que voilà, mais on a des bons exemples ici, comme enfin des mauvais exemples, mais dans la personne de Jarlinson Pantano, qui était mon collègue chez YAM, qui m'a fait rêver, et quand il a gagné sur le tour, et c'est lui qui m'a fait connaître aussi, qui m'a donné envie de venir ici en Colombie, et au final, ben voilà, il a été pris positif à l'EPO et il continue de nier, et maintenant il a essayé de se lancer en politique, ça n'a pas marché, et maintenant ben voilà, il est patron d'un grand magasin de vélo dans la région de Cali, et il organise toutes les années une course euh, juste avant la nouvelle année, où les plus grands coureurs colombiens viennent participer à son critérium. Pour moi, c'est des aberrations. C'est, ça, ça- le jour où... Bah voilà, il devrait être complètement banni du monde du cyclisme, alors que là, les gens oublient presque qu'il est en train de purger 4 ans de suspension à l'EPO, quoi. Pour toi, lorsque quelqu'un se fait prendre pour dopage, il n'y a pas de seconde chance. C'est définitivement banni, on n'en parle plus. Moi, je pense que la seconde chance, peut-être après 4 ans, on pourrait voir pour en discuter. Mais premièrement, je pense que le jour où on trouve de l'EPO dans des résultats sanguins, il faut quand même voir pour assumer. Et je pense que c'est une chose que je peux pas accepter, qu'on soit pas capable d'assumer ce qu'on a fait. Mais après, je préfère, j'ai pas envie de juger personne. Je pense que tout le monde vit des situations différentes. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ici en Colombie, le cyclisme, c'est vraiment un moyen de sortir du bois. Je veux dire, ici, les gens sont pauvres. Le salaire moyen, le salaire minimum est autour de 200 euros. C'est quand même très compliqué pour beaucoup de jeunes ici. Et le jour où les jeunes se rendent compte qu'ils ont un talent, qu'ils peuvent faire du vélo, et pourquoi pas aller découvrir l'Europe. Je pense que le point de vue est un peu différent pour un Colombien de sortir de son village qui habite à plus de 5 heures de route de la première grande ville, qu'un petit Suisse comme moi qui gagnerait de toute façon plus d'argent si j'avais terminé mes études. Alors, c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de juger mais ce qui est clair, c'est que ici en Colombie, voilà, je pense que le cyclisme colombien a payé déjà un prix assez fort ces dernières saisons au niveau du dopage, et j'espère qu'ils peuvent enfin tirer des conséquences de Ouais, et ces puis actes. il y a des beaux exemples de deuxième chance dans le vélo. Enfin, je pense à Sevilla, je pense aussi à Rebellin, qui continue encore à courir. Rebelline. Ouais, Ouais, mais à un niveau différent ouais, en Ouais, termes mais de... fait même, faut aussi se dire, si on se concentrait toujours sur ces affaires-là, bon, on n'avancerait pas. Alors que tu regardes des Rebellin, qui certes ont été pris, et maintenant il va promouvoir le cyclisme en courant dans des toutes petites équipes. Je me souviens quand ouais, il était à la Sovac,
en Algérie. Le mec était Ouais. pas payé, il faisait du Ouais, bénévolat, je me etc. souviens. Mais il courait quand même. Et Ouais. Alors qu'il était ouais, vice-champion voilà, olympique. il est vice-champion olympique, Ouais, non, triple ordonné, je triple pense ordonné. que, ouais, bah, mais je pense que, enfin voilà, moi de mon côté, je sais que depuis que je suis arrivé en Colombie, euh, je vais être plus ciblé aussi au niveau des contrôles antidopage dès que je rentre en Europe. Que bah voilà, qu'on sait que on connaît l'histoire de la Colombie, etc. Et je pense que dès que je rentre en Europe, je sais qu'on va me tomber dessus. Et moi, j'opte vraiment pour une tolérance zéro pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je l'ai fait complètement au naturel. Et je pense que c'est vraiment important pour moi. Même ici, en étant en Colombie, je n'osais même pas manger un morceau de viande parce que on sait qu'on a des coureurs qui ont été emmerdés à cause de ça. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment faire très très attention et éviter de s'approcher de quelconque manière de Ok. ces gens-là, quoi. Question comme ça, ton alimentation de coureur, elle est différente par rapport à quand tu étais en Suisse ou tu as gardé la même alimentation? Ah, c'est clair qu'ici, moi je vis à 2600 mètres d'altitude, alors c'est quand même un peu plus, un peu plus compliqué qu'en Suisse et les supermarchés le plus proche, c'est je pourrais trouver des produits un peu internationaux, c'est quand même à plus d'une demi-heure d'ici et sinon je me mets dans le moule, comme je dis, je mange très local, le seul truc que je mange, c'est que je mange quand même pas aussi gras que le Colombien. Le paysan colombien, on peut dire, parce que je suis vraiment à la campagne ici et j'évite de manger de la viande rouge ici aussi. Et sinon je cultive ici mon petit jardin. J'essaie vraiment de participer à la vie, à l'économie, on peut dire très locale ici, avec mon voisin est un paysan et il a deux vaches que je vois juste à côté de moi là, en ce moment et je leur achète toujours du fromage. J'achète vraiment des produits qui ont été produits dans des fermes, on peut dire, d'ici autour. Et je fais juste, comme j'ai dit, à cultiver mon propre jardin. Alors j'essaye de faire faire les choses au mieux et avec calme. Et je pense que c'est ça qui me plaît énormément aussi là, ici en Colombie, c'est que personne ne regarde vraiment ce que fait le voisin. Ici, on est quand même, il y a quand même beaucoup plus de liberté que ce qu'on peut en avoir Ok. en Et Europe. petite question d'actualité, du coup, le confinement, ça se passe comment là-bas? Ouais, c'est un confinement obligatoire. Il est aussi sévère qu'en France, on peut dire. Je regrette un peu certains jours de ne pas être en Suisse parce qu'en Suisse, il n'y a pas vraiment de confinement. Je pourrais rouler dehors, etc. Mais ici, ben voilà, ici, je suis enfermé sur mon balcon. J'ai une belle vue, il fait soleil et j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais ouais, Il n'y a pas de, y a pas de juste, dérogation pour les cyclistes. non, on a pour l'heure pas de dérogation et je pense que j'ai déjà bientôt brûlé un pneu arrière sur mon rouleau ici. Mais voilà, là, j'ai pas vraiment moyen de rentrer en Europe actuellement. Tous les vols, les aéroports sont fermés, etc. Et Et, les... et justement, par rapport justement à cette différence de confinement dans les pays où certains peuvent aller rouler en extérieur et d'autres sont cantonnés à l'home trainer, est-ce que tu fais partie de ces gens qui entre guillemets, dramatisent la différence d'entraînement à la sortie du confinement ou tu penses que l'écart va pas être si grand que ça? Je pense que pour l'instant, on n'a pas de stress encore. Je veux dire, si la saison reprend, ça sera pas avant juillet. Et je pense qu'on a encore, avec 2 mois de préparation, ça devrait aller sans trop de soucis. On n'est quand même pas comme au mois de novembre. Je veux dire, tous les coureurs ont passé une belle préparation hivernale et qu'on soit sur rouleau ou à l'extérieur actuellement, il y a moyen de s'entretenir et on n'a pas à chercher un pic de forme dans les prochains jours. Après, je pense que la question se posera et ce sera plus délicate si dans, dans un mois ou dans un mois et demi, il y aura encore des coureurs qui n'auront pas la possibilité de rouler dehors. Là, ce sera un peu plus compliqué. Mais si les mesures
peuvent se relâcher plus ou moins pour tout le monde au même moment, ça devrait pas être un problème. OK. Bah, vas-y Justin. Simon, oui. Moi, j'ai une question niveau aptitude par rapport à l'endroit où tu habites. Tu t'as dit tout à l'heure, j'habite à 2500 mètres d'altitude, c'est ça? Ouais. Est-ce, est-ce que tu le remarques dans tes performances en montagne, ton changement de... Enfin, parce que du coup, je sais pas à combien d'altitude tu vivais avant, mais est-ce que le fait de vivre à 2500 mètres, tu le remarques dans tes performances, notamment en montagne ou pas? Ouais, en Suisse, j'habite à 1000, un peu moins de 1200 mètres d'altitude, mais j'habite aussi en montagne, au sommet justement là où le mondial va être organisé, si tout va bien, fin septembre. En dessus de Martigny, j'ai 7 km de montée pour arriver chez moi à 10% à 10% de moyenne, et c'est quand même, c'est quand même pas. C'est quand même pas facile Négligeable, non quoi. plus. Ouais, c'est quand même pas, c'est pas une petite bosse. Et ici en Colombie, bah, je suis à 2600 mètres d'altitude mais je suis aussi sur le sommet sur le sommet de la montagne, on peut dire. Il y a pas de point beaucoup plus haut qu'ici. Et je pense que dans tous les cas, pour moi, ça peut être un avantage, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la vie ici en haut, c'est vraiment pas facile. Faire 1 heure de rouleau ici, ça te coûte déjà, sans hésiter, 1000 calories, et je pense que c'est vraiment difficile de s'entraîner. Mais après, je pense que à court terme, ça m'a pas fait gagner de course, parce qu'on peut voir que les meilleurs résultats et les meilleures performances que j'ai pu obtenir et faire, c'était après une bonne période en étant au niveau de la mer, enfin en étant en Europe. Et, mais ce qui est clair, c'est que ça m'a quand même fait, sur le long terme, ça m'a quand même fait évoluer mon corps a quand même évolué. Et à l'époque, je grimpais vraiment très peu, et on peut dire que maintenant que j'arrive à me défendre sur des efforts jusqu'à 20 minutes, et je pense que le fait d'être ici en altitude la moitié de l'année, ça m'a quand même poussé à aller plus loin dans l'effort et aller plus loin dans la fatigue aussi que ce qu'on pourrait faire en Europe. Et les championnats du monde à Martigny, tu y penses fort ou pas beaucoup? J'y pensais fort jusqu'à ce que le ciel nous tombe un peu sur la tête là en ce moment, mais je l'ai de toute façon dans un coin de ma tête. Je prie pour qu'on puisse avoir une fin de saison. Déjà, ça c'est une chose qui est claire, parce que je pense que dans la situation actuelle, si on n'a pas si on n'a pas de fin de saison, si on n'a pas de Tour de France, si on n'a pas de course en automne, le monde du cyclisme va être complètement chamboulé. Déjà qu'il risque bien de l'être, même si on a une fin de saison. Et je pense que voilà, le championnat du monde, pour moi, c'est un rêve, c'est une course où j'ai vraiment envie de participer. Et pour y être, il va falloir marcher fort avant. Et si le calendrier opté pour l'UCI récemment là euh, prend, peut se dérouler, il y aura aussi le Tour d'Italie qui va s'enchaîner directement avec le championnat du monde. Et ouais, ça sera une fin de saison vraiment particulière, atypique et intense, on peut dire. Tu parlais du Giro au début d'année, tu étais prévu de le faire, le Giro, avec Ah, l'équipe Androni? oui, clairement, j'étais clairement prévu sur le Tour d'Italie. Je devais participer normalement au Tour de Romandie la semaine avant, pour me préparer pour le Tour d'Italie. Et le Tour d'Italie était vraiment mon gros objectif de début de saison, on peut dire. Pas fait. Donc du coup, tu as fait 2 Vuelta, tu étais prévu sur le Giro. Est-ce que c'est une fin en toi, est-ce que c'est une fin en soi, pardon, pour toi, de courir une fois le Tour de France dans ta vie ou pas du tout et c'est pas grave si tu le fais pas? Je me suis jamais vraiment posé la question, à dire vrai, mais c'est clair que j'ai pas dans ma tête comme un rêve de pouvoir participer au Tour de France, mais c'est clair que je pense que
pour pouvoir se vanter d'avoir fait les 400 coups en cyclisme. C'est bien joli d'avoir participé à des courses au Rwanda et au Maroc, mais si on n'a pas le Tour de France à son palmarès, il manquerait quand même un petit quelque chose. Ok. Bah, je pense qu'on va pouvoir faire. Alors, on a une petite tradition au début ou à la fin des interviews, c'est qu'on fait le rapido vélo. C'est-à-dire que chacun pose une question à deux choix et assez rapide. Et bah, tu réponds par un des deux. Donc, vas-y, Alex, commence. En argumentant ton choix. Du coup, donc tu es suisse et tu as vécu un certain temps de ta vie en Suisse. Donc en Suisse, il y a deux grands massifs. Vous êtes traversé par deux grands massifs. Au nord, le Jura et au sud, les Alpes. Et moi, donc du coup, je voulais te demander si tu préférais les Alpes franco-suisses, donc du coup plutôt du côté de la Savoie, ou les Alpes italo-suisses, du côté du Tyrol. Ouais, on va dire du côté franco-suisse. Le Tyrol, je connais pas encore, vraiment et vu que j'habite dans la région de Martigny, je suis à côté de Chamonix, à côté du Mont Blanc, et c'est quand même ces montagnes-là qui me font rêver le plus. D'accord. Moi, je vais te poser la question entre deux légendes du cyclisme suisse. Fabian Cancellara d'un côté et Tony Rominger de l'autre. Euh, Ah, Joker. Joker. Ouais, Joker. Rominger, c'est plus années 90, mais c'est quand même plusieurs grands tours à son palmarès. C'est un des bons. Ouais, non, c'est clair. Après, voilà, ni l'un ni l'autre ne m'a vraiment touché, ne m'a vraiment fait rêver, on peut dire. Euh, ouais, T'as eu non, un je sais modèle, pas. une idole dans le Compliqué. cyclisme au début qui te. T'avais une idole, je sais pas. Moi, je pense Paolo Bettini? Bettini. Ah ouais. Ouais, Bettini. Pour son tempérament, pour son côté humain, ouais, pour sa classe. Un petit bonhomme qui a l'air de rien et qui est capable de faire la nique au plus grand. Ok, Rudy, à toi. Pas mal. Alors, il y a deux grandes épreuves suisses en World Tour. Du coup, tu préfères le Tour de Suisse ou le Tour de Romandie? On peut dire, ma course de cœur, ce serait le Tour de Romandie, mais je préfère le Tour de Suisse. Mais ça reste entre nous. Justin. Oui, vas-y. Non, parce que pour moi, je vais juste donner une explication. Le Tour de Romandie, bien sûr, c'est ma course, c'est là où c'est la course qui passe devant ma maison, c'est la course de ma région, etc. Mais pour moi, il est pas assez complet. Le Tour de Romandie est trop court avec deux chronos et ou deux arrivées au sommet. C'est limite pour pouvoir réussir à se montrer en tant que baroudeur, même si j'ai réussi à bien le faire l'année dernière. Après, le Tour de Suisse, c'est la plus longue course à étapes derrière les grands tours et je pense que c'est quand même un monument. Ça prend quand même plus Est-ce qu'en d'envergure que le Suisse, Tour il de y aurait France. moyen de faire un tour comme ils font parfois, que ce soit le tour de, par exemple, à Táchira au Venezuela, où on fait un tour qui dure 11-12 jours en fusionnant un peu les deux? Ah, je pense complètement. Je pense qu'en Suisse, on peut vraiment on pourrait vraiment se permettre. On a vraiment une topographie pour faire de grandes choses, on peut dire, que ce soit des très longues bosses, des très longs cols, avec des parcours de classiques type Ardennais ou même pourquoi pas chercher un ou deux secteurs pavés ou des secteurs de Strade Bianche. Je pense qu'on aurait vraiment de quoi faire de ce côté-là. Après, on va voir si les organisateurs se tombent d'accord. Ok. Je suis pas vraiment convaincu. Justin, à toi. J'en ai une qui concerne pas trop le vélo. Tu t'es plus chocolat suisse ou café colombien? Mon morceau de chocolat suisse avec un café colombien, ça me plaît pas mal. Ah. Nico, à toi.
Moi, je voulais savoir si tu avais le choix entre une victoire sur le Tour de Suisse ou sur le Giro, tu choisirais laquelle? Je pense ça dépend où en Suisse. Ah, si c'est en Suisse Je chez pense que toi. ouais, c'est en Suisse chez moi, mais il peut y avoir une Suisse lointaine, une Suisse profonde aussi, qui est loin de chez moi. Non, je pense que je prendrais quand même la victoire Ok. sur le Giro. Chris, si tu as une question. Ouais, par rapport aux cols qui sont à côté de chez toi, tu préfères Verbier ou Faro et Mosson? Ah, enfin, ouais, Moisson. Euh, c'est le col, c'est un peu trop bourge. C'est un peu trop bourge pour moi. C'est un peu trop british là-haut. Tandis que Faroe et Mosson, on arrive en haute montagne, au milieu de la nature et ça me correspond beaucoup mieux. Ok. Bah, Simon, merci encore de nous avoir accordé un peu de ton temps dans cette interview. Ça a été un Ouais, plaisir de c'était avec t'avoir parmi plaisir. nous. Désolé pour les coupures. Je sais pas ce qu'il avait mon Wi-Fi au début. Là. Maintenant, il fonctionne parfaitement bien. Ah, t'inquiète pas, Ouais, bon. ce sera corrigé. Ah, pas de souci. Bon bah, En tout cas, ouais, bah, merci bien pour l'invitation et j'espère avoir pu répondre à vos questions. ok. Bon bah, on va te souhaiter ouais, une bonne journée vu qu'il est avec le décalage horaire. On va te souhaiter une bonne journée Ouais, et Ouais, il est merci. 15h20 ah là-bas. bah, Ouais, 15h20. Je suis au soleil dans mon hamac là, je suis pas mal. ah ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai déjà fait 3 heures de rouleau ce matin t'es là, avec Sergio et Guita, j'en ai plein les pattes, alors ça ira pour aujourd'hui. Ouais, j'avoue que bah, courir avec Higuita, ouais, ça doit être un peu ça doit faire mal quand même. Ouais, ça m'a fait mal complètement. On n'a pas fait un mètre de plat en plus là sur Swift. Ah ouais. J'en ai eu assez. Bah écoute, Bah, du coup, c'est ça a été un grand plaisir de t'avoir parmi nous. On va te souhaiter une bonne Eh ben, merci. journée. Pas de souci. À vous aussi, bonne soirée, bonne nuit. Ouais, chers amis baroudeurs, toute l'équipe des baroudeurs vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous et en vous souhaitant tous une bonne journée. À une prochaine fois, une prochaine interview qui arrivera avec un invité que vous connaissez tous parce que c'est un commentateur. Allez, bonne soirée à vous et bonne semaine. bonne semaine. Salut. Ciao, ciao, merci. Si Timon.